copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mois, on se retrouve pour vous parler de l'actualité ciné du moment. Et ce mois-ci, il y a du rap, puisqu'on vous propose cet épisode spécial 100% consacré à The Fabelmans. Les Fabelmans en français. Les Fabelmans, oui, on va le dire en français. Les Fabelmans, le dernier Spielberg qui est sorti au cinéma le 22 février 2023. Comme d'habitude, ici on spoil, hein, donc si vous n'aimez pas ça, si vous ne voulez pas vous faire divulgacher, eh bien je vous recommande de d'abord aller voir le film au cinéma et de revenir ensuite nous écouter. À mes côtés pour cette émission spéciale, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Salut Clémence. Également Rafik. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Vincent. Salut Clémence. Ça va, on t'a pas trop fait peur la dernière fois, tu reviens du coup? Non, avec le doudou ça allait franchement, c'était ah. bien. Et en plus sans filet cette fois. Je l'ai plus mais j'ai Julien Doudou. Et puis vous ne le voyez pas mais il est toujours là, l'indéboulonnable Alain est à la technique. Salut. Et on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. On dit merci également à tous nos soutiens. Merci à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour plus d'infos, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci également à tous nos soutiens, tous les tipeurs et tous les Kiss Bankers qui nous suivent et qui nous soutiennent tous les mois. Si vous voulez contribuer à faire grandir Capture Mag, si vous voulez contribuer à notre indépendance, vous pouvez vous aussi les rejoindre, soit avec un don récurrent, soit avec un don ponctuel. Pour ça, rendez-vous sur kisskissbankbank.fr ou sur tipeee.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Nous soutenir, ça vous donnera accès à des émissions en avance, un tarif spécial pour nos projections et également tout un tas d'autres avantages. Une danse du ventre de Rafik. Et une danse du ventre de Rafik, absolument. C'est vrai. Du break. Moi, je crois que c'était du breakdance. Non, sur la tête. Donc, pour nous soutenir, n'attendez plus. Rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. En parlant de KissKissBankBank, vous le savez peut-être, mais nous avons un MOOC qui est sorti pour les 10 ans de capture. On en a parlé dans toutes les dernières émissions. Eh bien, si vous avez raté la campagne, ça y est, le MOOC est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 14 février. Donc, n'attendez plus, vous pouvez désormais aller le chercher. Et mieux que ça, si vous êtes du côté de Paris le week-end du 25 février, merci. Vous pourrez même vous faire dédicacer votre exemplaire puisque l'équipe de Capture Mag vous attend au Original Comics au 49 rue Lacépède à Paris. Donc le 25 février à 15h pour une séance de dédicace. Et vous pourrez également retrouver toute l'équipe le soir même au Forum des Images pour la séance Panique avec au programme la projection de Cloud Atlas des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer, donc le 25 février à 20h au Forum des Images. Aujourd'hui donc, plongée dans la biographie de Steven Spielberg, puisque oui, ce n'est un secret pour personne, Les Fabelmans est très largement inspiré de son histoire personnelle. On y découvre donc Sammy. On découvre Sammy, 6 ans et toutes ses dents, qui découvre pour la première fois de sa vie le cinéma, le jour où ses parents l'emmènent voir The Greatest Show on Earth. Et immédiatement, c'est le coup de foudre. Sammy est fasciné par ce médium qui permet de raconter des histoires et de faire ressentir une si large palette d'émotions, si bien que peu de temps après, il se fait offrir une caméra et commence à tourner ses propres films. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, à part que donc, ce film sort le 22 février au cinéma. Nous, on a eu la chance de le voir avant. Donc, vous allez pouvoir, pendant toute cette émission, nous en parler en détail. Voilà, je vois
On dirait des élèves qui veulent surtout pas que le prof les appelle. Je vais me jeter à l'eau en fait. Ne serait-ce que pour parler du titre en fait, hein, ça s'appelle les Fabelmans et ça, ce nom a été choisi par le scénariste Tony Kushner, en référence au mot allemand fable. Donc c'est littéralement les hommes qui font des fables. Constatant que le nom de Spielberg, ça on le sait depuis longtemps, c'est un nom qui renvoie à la notion de montagne du jeu, puisque le Spieler en yiddish, c'est ce qui désigne un comédien, quelqu'un qui joue la comédie. Et donc on a souvent dit de Spielberg, c'est une montagne de jouets, en référence à ce nom-là. Donc on passe de la montagne du jeu à l'homme de la fable. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film est vendu effectivement comme une biographie, une autobiographie de Steven Spielberg, alors que ça n'en est pas tout à fait une. C'est une biographie fabulée. Et c'est là aussi on va peut-être s'intéresser à la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi il fait ça, pourquoi il n'a pas fait vraiment une véritable autobiographie. On va faire le jeu des 16 erreurs avec la réalité, la fiction. Après, on peut spoiler et dire que c'est bien quand même. On peut spoiler et dire que c'est bien quand même. Moi, j'admets que sur un plan purement narcissique, ça m'a fait plaisir de voir confirmer des choses qu'on a pu écrire sur le personnage, parce que t'es jamais trop sûr des fois quand t'analyses les films d'un artiste que t'admires et te dire est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il l'a vécu, etc. Bon là c'est carrément explicité par moment, et d'ailleurs ce caractère explicite est peut-être à mes yeux un des points faibles du film, c'est-à-dire que dans les dialogues il y a souvent un surlignage visant à faire comprendre au plus grand nombre, on se refait pas, c'est Steven Spielberg, des concepts psychologiques un peu parfois un peu compliqués. Mais je comprends pas ça. T'aurais aimé que ce soit plus cryptique ? En fait non, mais le fait est que c'est, comment dire, lui s'est toujours distingué par sa capacité justement à utiliser son expérience personnelle pour la projeter dans ses films de pure fantasy entre guillemets. L'histoire de sa famille qui est mise en scène donc dans ce film-là, on l'avait déjà dans Rencontre du troisième type, sauf qu'à l'époque lui il en était émotionnellement à un autre état. Rencontre du troisième type, le film a été fait à une époque où il refusait de voir son père, qu'il passait son temps à l'appeler, etc. Voilà. Cry baby. Pendant 15 ans quand il pleure le père. Ouais. Pendant 15 ans il a vraiment tourné le dos à son père, qu'il estimait être le responsable de cette déroute, en fait, de ce divorce traumatisant pour lui. Et Rencontre du troisième type, c'était ce point de vue, et les scènes familiales de Rencontre du troisième type, le chaos qu'on voit à l'intérieur de la maison avec tous ces enfants qui font du bruit, tout le monde se parle les uns au-dessus des autres. On a déjà le train électrique qui est présent, et l'enfant donc qui accuse son père de s'être enfermé dans son espèce d'autisme. Du personnage. Mais ça, évidemment, ce que j'interroge, c'est qu'est-ce qui te gêne en fait dans le truc, parce que moi, je crois que c'est ce que j'aime en fait dans le film, justement. Toi, tu aimes le moment explicité, en fait. C'est-à-dire que je pense par exemple lorsque le gamin donc s'achète un train électrique et qu'il a le besoin de le cracher régulièrement parce que c'est le plan qu'il a vu sous le plus grand chapiteau du monde, et que le père alors je suis désolé, je vais faire la confusion. Moi, je les appelle par leur vrai nom en fait, parce que j'ai pas retenu les noms des personnages dans le film. Burt dans le film. Il s'appelle Burt, donc Arnold dans la vraie vie dit mais pourquoi il a besoin de le cracher, et c'est la maman de dire voilà, il a besoin de contrôler alors on va pas être d'accord, Rafik, mais ok, vas-y. Mais en fait, moi, le truc, c'est que le film il commence ouvertement sur comment dire, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, je trouve, c'est que j'ai lu pas mal effectivement de gens qui disent en fait c'est super, le film est bien, mais en fait on l'a déjà vu éparpillé dans toute sa filmographie en fait, ce film, et c'est pas tout à fait vrai à mon sens, quoi, parce que je pense que en fait il y a déjà le rapport que lui il a par rapport à lui-même en fait aujourd'hui. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le rapport qu'il a par rapport au cinéma, et le rapport qu'il a par rapport aux spectateurs en fait de cinéma que nous sommes, c'est-à-dire, et qui en fait qu'il a formé aussi, c'est-à-dire toute la question qu'on se posait sur Ready Player One, on se la pose aussi ici sur Fabelmans, quoi. Et en fait le truc, c'est que le film s'ouvre littéralement sur ça, c'est-à-dire sur le fait d'être un enfant scindé dans une famille où il y a un père extrêmement pragmatique et extrêmement rationnel, et une mère qui est dans le rêve total et qui lui explique. Et en fait, d'un côté, t'as donc le père qui explique à l'enfant comment le cinématographe fonctionne. Tu le vois pas à l'image, en fait, voilà. T'as juste la main posée sur l'épaule. Et la caméra, en fait, elle pivote de l'un à l'autre, en fait, si tu veux. Et de l'autre côté, la main de la mère qui vient caresser sa joue. Et qui finit par lui dire, ça projette du rêve, en fait. Et le truc, si tu veux, c'est que le fait d'avoir ces deux notions-là, en fait, et de t'expliciter le cinéma pour l'enfant, ce que ça veut dire, même si tu peux considérer que c'est explicite,
si tu veux, je pense pas forcément que ça soit à ce point surligné pour dire que voilà. Mais après, tu vois, la scène du train, par exemple, c'est pareil, c'est la même logique. C'est que pour moi, en fait, tu te dirais, ok, c'est un film sur un cinéaste, donc il sort, il va demander une caméra. Bah non. Il demande en fait le premier truc qu'il voit à l'écran, c'est-à-dire il voit l'objet, comme nous quand on découvrait le cinéma, on disait le cinéma d'abord c'est les acteurs, tu vois, et en fait où c'est le truc, et en fait non. Et du coup en fait t'as tout ce processus, je trouve, dans le film qui fait que il parle de lui, mais il parle aussi en fait, si tu veux, de notre cinéphilie, de la façon dont on pourra apprendre ça, etc. Et c'est en ça où je trouve que justement en fait le film est important parce que c'est un film de cinéma sur le cinéma. Et qu'il l'explicite comme ça, quoi. Et ça, et puis moi aussi, je voudrais bien rebondir là-dessus parce que ça me semble important dans l'appréciation générale. Et puis après, on ira peut-être plus dans le détail. Mais il y a un autre truc, c'est que moi, j'ai aussi l'impression, Spielberg, il a 75 ans, ce qui est, alors ça, c'est à part, mais c'est quand même étonnant de voir un cinéaste à cet âge-là livrer des films pareils. C'est-à-dire qu'il y a qui dans sa génération encore aujourd'hui ? Il y a Scorsese, c'est le seul en fait. C'est le seul qui arrive encore à avoir cette énergie de dingue, quoi. Enfin, moi qui étais déjà là dans West Side Story, quoi, c'est des trucs vivifiants, quoi. Enfin, c'est incroyable, il y a des envies de cinéma. Il faut dire ça aussi, hein, de base, hein, c'est un super divertissement, ça dure 2h30. Les Fabelmans, moi, c'est passé comme ça, hein. Les 2 fois où je l'ai vu, j'ai pas vu le temps passer, etc. C'est drôle et tout. Bon, après, le truc, c'est que moi, il y a un autre truc, c'est que Spielberg, c'est quand même quelqu'un qui a toujours plus ou moins eu conscience de ce qu'il faisait. C'est un mec qui est dans le contrôle, qui a toujours été plus ou moins là-dedans, à part quelques petites exceptions par-ci par-là, mais qui a toujours été dans le contrôle et tout. Et moi, j'ai l'impression que Spielberg, il est en train de donner les clés, là. Voilà, c'est à la fois un leg et une clé pour moi, The Fabelman. Donc le fait que le film soit un peu explicite à certains moments, pour moi, c'est une des vertus du film. C'est-à-dire qu'il te dit, c'est comme ça, en fait. C'est comme voir un prof. En plus... moi j'ai pas trouvé ça, enfin j'ai pas vu de lourdeur là-dedans, c'est-à-dire que c'est au pire une petite ligne de dialogue, au pire du pire. Et il y a un autre truc, c'est que, mais ça on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, c'est que moi un autre truc que j'ai adoré dans le film, c'est que il y a des trucs où il te dit je sais pas. Et il ose te dire je sais pas. Il y a des trucs, enfin pour moi peut-être que Rafik par exemple a une explication, mais il y a des choses qui sont des questions laissées en suspens sur la capacité, sur le pouvoir de l'image, sur ce que ça peut produire chez les gens, sur la façon dont on reçoit ça, sur comment un artiste réappréhende et réussit à décrypter son monde avec son médium et tout. Et ça aussi j'ai adoré parce que c'est aussi une invitation à la réflexion, à ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a toujours fait. Donc c'est pour ça que je m'inscris en faux par rapport à cette accusation de... Je vais pas parler de lourdeur. Il n'a jamais vraiment aimé Spielberg. Hein. Voilà, c'est clair. Il préfère Roland Emmerich. Hein. J'ai jamais parlé de lourdeur et j'ai rappelé justement qu'il s'agissait de Spielberg. Il ne sait pas, au fond, faire du cinéma autrement qu'en essayant de s'adresser au plus grand nombre. Donc, et je relève que ce que dit Stéphane est très juste dans la compréhension progressive du médium, c'est-à-dire effectivement de passer d'abord par l'objet qui est celui de la maquette du train, pour ensuite très vite en arriver au montage, lorsqu'il explique à sa mère qu'il a dû faire plusieurs plans pour obtenir cet effet, et du coup de demander la table de montage à son père. Donc pour nous évidemment c'est des éléments dont on est familier parce qu'on les côtoie quotidiennement, mais le grand public, tout d'un coup, il se retrouve à avoir une leçon, effectivement, de ce que c'est le cœur du cinéma, en fait. Et le cœur du cinéma, c'est bien cette table de montage, c'est bien ce type en train de poser ces rushs et de noter les noms dessus et les moments de découverte importants du film, et notamment lorsqu'il comprend cette relation extra-conjugale, c'est un point de montage. Il est à ce moment-là en train de rechercher un point de montage et il le trouve, et c'est en le trouvant que tout d'un coup il a cette révélation que le public, le large public, est censé comprendre. Il est censé comprendre que c'est pas parce qu'il a vu une image qui tournait qu'il a compris, c'est parce qu'il a vu le point de montage, en fait, là où il pouvait cutter, ce qui d'ailleurs nous renvoie évidemment à Minority Report, dans lequel il y avait le même type de scène qui nous était déjà... les autocitations, il faudra qu'on en parle. Le film en est blindé, mais tu vois, c'est pareil. Hein, le truc... Alors déjà, juste pour l'anecdote, c'est marrant, mais cette scène-là, c'est une des rares scènes où il a laissé apparemment Michael Kahn et l'autre monteuse, là, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais il les a laissés libres. En fait, il leur a donné le truc, il dit, moi, je suis un peu emmerdé avec cette scène, vous démerdez en fait. Mais c'est hyper intéressant en fait qu'il ait eu l'intelligence, ça fait partie du truc aussi de Spielberg, je trouve, qu'il ait l'intelligence de laisser le libre cours à ça. Mais tu vois, par exemple, sur cette scène du train, oui, tout ça c'est vrai, mais il y a un autre truc aussi là-dedans, moi du coup, j'ai pas pu m'empêcher, alors c'est peut-être moi qui surinterprète et tout, mais il se trouve qu'il y a les deux grands-mères en fait qui sont là, et qu'il y a un truc,
Enfin, pour moi, il y a eu un écho avec la Shoah. Je sais pas pourquoi. J'ai pas pu m'empêcher d'y penser. En fait, il y a un truc en fait avec ce train. Il y a un truc un peu anxiogène et tout où je me suis dit, mais c'est aussi pour lui finalement. Et ça, tu vois, pour le coup, il le surligne pas du tout. Et alors, je sais pas, peut-être que c'est moi encore une fois qui ai surinterprété le truc et tout, mais je me suis dit, je me dis, c'est pas anodin qu'il y ait les deux grands-mères qui soient là tout à coup. Tu sais comment il a appris à compter en plus, Spielberg et tout. Ah, plus forte raison que ça se passe vis-à-vis de la Nouka et en fait de Voilà, la c'est différence ça. dans le quartier où en fait il fait remarquer qu'ils sont la seule ils sont la seule maison où il n'y a pas de lumière. Mais il y a Et un en fait, truc, et il y a un truc pour le coup qui vraiment, où toi t'es invité encore à réfléchir là-dessus quoi. Et Vincent, t'as pas. Non, mais parce que vous êtes parti à fond dans le cœur du film et. Mais ça, c'est Rafik. C'est à cause Non, mais de lui, là. voilà, c'est de la merde, alors il fallait qu'on le reprenne. Là, Et comment dire, ouais, moi j'adore le film, c'est mon Spielberg préféré depuis La liste de Schindler, je pense. Ah oui, Enfin, je trouve que c'est vraiment son film le plus réussi. Mais je dois être un peu en décalage avec vous, parce que moi c'est un film de réconciliation, un peu avec Spielberg. Je trouve que sa carrière jusqu'à Le Temple Maudit, il n'y a pas de fausses notes, c'est extraordinaire, enfin, ce qu'il a fait. C'est pour ça que c'est encore aujourd'hui une référence. Et que depuis Le Temple Maudit, moi, ça fait presque 40 ans que j'attends pas spécialement le nouveau Spielberg. Il a quand même fait quelques croûtes qu'on connaît tous. Moi, il a fait pas mal de... Il a fait des films que j'aime bien. On veut des noms là, sur les côtes. Les croûtes, je sais pas, Hook, moi Lincoln, pour moi c'est une croûte, je peux pas supporter. Quel film ? Lincoln. Ah ouais, Lincoln. Cheval de guerre, je suis pas allé... Amistad, ouais, aussi. Cheval de guerre, je suis pas allé au bout. Ouais, bah bon, après, tous les autres... Non, mais attends. Après, il y a aussi des films que j'aime bien de lui dans ces 40 dernières années. J'aime bien Pentagon Papers, par exemple. J'aime bien Le Bon Gros Géant. Mais tu te dis, ça aurait pu être fait par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Pourquoi est-ce qu'il a fait le Terminal ? Alors, arrête-moi si tu peux, on comprend mieux, je trouve. Mais je trouve que dans ces 40 dernières années, il y a quand même... moi, j'étais pas fâché avec lui, mais je peux raconter que avant de venir ici, j'ai eu quelques discussions avec Stéphane et toi, où j'étais un peu réticent, un peu timide à venir ici, et où je t'ai dit... Pour parler, tu veux dire, de manière générale, venir à Capture Mag, et j'ai dit à Julien, là, sur une de nos conversations téléphoniques, écoute, ok... pourquoi pas, mais il faudrait que ça soit un film voilà, où je peux m'intégrer. Astérix, quoi. Et il sortait du Spielberg, Julien, et il m'a dit mais viens faire The Fabelman. Et ma première réaction, c'est oh non. Il aime pas West Side Story. Non, mais non, je me suis fait chier pendant 2h30 à West Side Story. C'est dingue. Donc c'est pour ça que je suis un peu en décalage. Vous voyez sans doute dans The Fabelman une confirmation de plein de choses. Ah ouais, complètement. Et moi je le vois comme je me réconcilie vraiment avec Spielberg. Quand je vois Fabelman, je vois tout ce que j'aime chez Spielberg et que j'ai pas énormément trouvé dans les 40 dernières années c'est-à-dire le cinéaste, je l'adore. Je le trouve beau, il est malicieux, enfin voilà, je le trouve, sa voix est incroyable, et puis ce qu'il représente dans le cinéma est absolument démentiel. Il n'y a pas d'équivalent en fait Spielbergien, le nouveau Spielberg, le Spielberg hongkongais, c'est juste hallucinant. Mais je trouve que ça tenait jusqu'au Temple Maudit. Et que depuis, la filmographie est pas forcément des films, oui, de temps en temps comme ça, mais l'ensemble de son œuvre des 40 dernières années n'est pas à la hauteur, je trouve, Mais du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans Fabelman ? Alors, mais tout, absolument tout. Mais qu'est-ce qui t'a rattrapé, en fait, que t'avais pas trouvé dans les autres trucs, quoi ? Parce que moi, je trouve ça tellement logique dans la suite de ces derniers films, en fait, que je suis très étonné, en fait. Ouais. D'accord. Non, moi, c'est tout, c'est la capacité d'émerveillement. C'est aussi l'impression de voir un film de quelqu'un qui est sage, et là, je rebondis sur ce qu'a dit Rafik en disant, il l'a déjà fait dans Rencontre du troisième type, et en fait, il l'a fait quand il avait 35 ans. Et je pense, alors moi, j'ai aucune idée si Spielberg est allé en analyse un jour ou pas. À l'époque après la dernière croisade. Ouais, d'accord.
parce que bon, enfin en tout cas, des effets spéciaux, il fait merde, il faut que je fasse. Je trouve que The Fabelman ressemble à un film de quelqu'un qui est allé en analyse et qui a fait le travail. C'est-à-dire, il est repassé sur les événements de sa vie pour aboutir à une version romancée, acceptable pour lui, pleine de tendresse, de drôle, avec laquelle il est à l'aise. Oui, c'est un truc qui dit il n'y a pas de méchant dans ce film. Ça donne l'impression qu'il a fait la paix avec sa propre histoire. Oui, bien sûr, c'est-à-dire je pense qu'il est en paix avec lui-même quand il fait ce film. Il y a eu une réconciliation de toute façon à la fois de lui et son père, justement qui a eu lieu autour de la dernière croisade. C'est pas un hasard si la dernière croisade parle de la réunion d'Indiana Jones avec son père, à l'époque où lui-même était en plein divorce avec Amy Irving, en fait, où il avait l'impression d'avoir fait les mêmes erreurs, quoi. Et c'est aussi l'époque où il a accepté ce qui est souligné dans le film. Mais là, pour le coup, je trouve pas que ce soit relou de le souligner, quand son père lui rappelle qu'il est un ingénieur comme lui. Parce qu'en fait, le flip de Spielberg, à cette époque-là, dans les années 70-80, c'est qu'il se considérait plutôt comme le fils de sa mère, qui était une artiste dans l'âme, une personnalité un peu bipolaire, voilà, et qui surnommait... une enfant, hein. Il l'a surnommé Peter Pan, hein, donc, parce que voilà. Et effectivement, il rejetait le caractère rationnel, ingénieur de son père, alors qu'il l'était manifestement à bosser sa pellicule et ses caméras. Et surtout, c'est marrant parce que dans le film, c'est son père. En fait, qui découvre ça. En fait, il dit mais en fait, ton boulot, c'est le mien. En fait, c'est la même chose. C'est pas exactement. C'est pas. Il lui dit pas. Ah, tu fais la même chose que moi, c'est je fais la même chose en fait, dans le ton, dans la façon. Il a longtemps été en lutte en fait contre ça. D'ailleurs, ça a été ma grande surprise quand j'ai vu le film. Je me suis dit, ah putain, c'est le père le gentil, quoi. Je m'attendais tellement pas à ça. Enfin, c'est pas le gentil, y a pas de méchant, et c'est pas aussi clair que ça, quoi. Mais je me suis dit, je m'attendais pas du tout à ce que le père soit une telle figure positive en fait chez Spielberg. Je n'ai jamais vu ça en fait chez lui avant, quoi. Et sans faire de psycho de comptoir, le truc c'est que aussi sa mère elle est morte en 2017, tu vois, son père il est mort en 2020, donc il y a aussi un truc de lâcher prise aussi par mais je pense qu'il n'aurait pas pu faire ce film avant. Voilà. Oui. Et que... Il avait prévu, il y avait eu un projet en fin des années 90, qui s'appelait I'll Be Home, qui finalement, il arrêtait pas de remettre au lendemain, et ses parents, justement, le teasaient là-dessus, en disant, mais quand est-ce que tu vas nous mettre dans tes films, etc. Et donc, évidemment, ça alors qu'elle y est tout le temps, sa mère, en fait, en faisant ce film. Mais non, voilà, enfin... c'est... Qu'est-ce que j'ai aimé tout, quoi. Enfin, et tu parlais d'émerveillement aussi. Ouais, l'émerveillement, moi, c'est surtout la façon dont il arrive à traiter chaque séquence de cinéma, chaque séquence de court-métrage, où on voit... Alors, l'émerveillement, il y a déjà la première scène... Quand on fait une autobiographie, souvent on part sur un trauma négatif et lui il part sur un trauma positif. C'est un truc dément. Et c'est vrai que tu trouves très peu de photos de Spielberg faisant la gueule. C'est un mec qui... Je pense qu'il a le même sourire que quand il a vu son premier film au cinéma, quoi. Il est totalement... Et donc à chaque fois qu'il fait un film, ensuite il y a toujours une histoire autour du film où moi je trouve qu'il apprend énormément de choses en faisant des films. Il donne des réponses notamment. Et on voit également que c'est tout de suite quelqu'un qui est à l'aise avec le public. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui ne se confrontent pas au public, lui il apprend beaucoup au contact du public. Tu veux dire dans le film ? Ouais. C'est un des films que j'ai vu où il y a le plus de plans de public. Moi je trouve que toutes les scènes de court-métrage sont non seulement où il tourne, mais où il projette, sont hallucinantes. Ouais. De ce que tu apprends aussi entre quiconque a déjà essayé de tourner une caméra ou de faire un petit court-métrage, etc., est confronté à l'effondrement de ce que tu as en tête et de la merde que tu es en train de faire, parce que tu le sais. Et ça, il le montre très bien dans son film de guerre, là, quand il est en train d'expliquer à son acteur, qui manifestement est un abruti complet, qui doit montrer de l'émotion, regarder les gens de son bataillon qui sont morts, etc. Et le mec a un peu de mal à comprendre quand même ce qui se passe, et du coup il part tout droit il est dans le champ, voilà. En fait, et Spielberg est attrapé par le truc. Enfin, derrière la caméra, il se laisse porter dans l'émotion, alors que c'est totalement ridicule ce qui est en train d'arriver, et les gens pleurent pendant la projection du film. C'est-à-dire que le raté du cinéma,
le raté du tournage devient la scène géniale du film. Et je trouve qu'à chaque court-métrage, il arrive à raconter une deuxième intrigue autour de ça. Il y a un nouvel aspect aussi de la façon de faire des films, parce que là, en l'occurrence, par rapport à cette direction d'acteur, il y a aussi le caractère sadique du metteur en scène, de mise en scène, parce que finalement, il le traumatise, ce pauvre gars, qui est pas du tout comédien, quoi, et qui du coup part dans son émotion sans fin. Alors, il y avait une histoire comme quoi il avait filé le rôle de Escape to Nowhere à un de ses bullies, un des mecs qui le frappait à l'école, et ce qui aurait expliqué aussi le sadisme de sa direction. Sauf que bon, d'acteur. ça à la limite il le fait dans la scène il le fait après, il le fait dans le dernier cours justement, enfin dans le quand il filme en inversant le processus. Mais le truc c'est que c'est comment dire, effectivement, il y a plusieurs années, il aurait probablement refusé cette idée que lui a pu être, en tant que metteur en scène, aussi un peu sadique avec ses comédiens, en allant chercher des émotions qu'ils n'étaient pas toujours prêts à donner. Quoi. Ça, et puis encore une fois, je reviens sur la scène, le film de plage, où justement il y a ce bully là, qu'il est en train de magnifier un peu, pas qu'un peu. D'en faire une créature aérienne. Voilà, c'est exactement tout quoi. Et scène, qui met en colère le mec. Et lui, d'une part, il comprend pas pourquoi il a fait ça, et le mec ne comprend pas non plus. Pour moi, ça fait partie des interrogations du film. C'est-à-dire qu'il y a un truc là où je me dis, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est une scène qui arrive plutôt vers la fin du film, quoi, et je me dis, il y a un truc où il t'a expliqué plein de trucs en fait sur comment ça fonctionne, comment justement tu peux instrumentaliser un comédien, comment tu peux truquer, comment tu peux monter l'image, comment tu peux l'analyser, etc. Et là, il y a un truc où il te dit, mais de toute façon, il faut accepter ça en fait. Faut accepter qu'au bout d'un moment, tu sais pas pourquoi t'as fait ça. Tu sais pas pourquoi. Le mec va pas le comprendre. Il peut mal le prendre et tu sais même pas pourquoi il va mal le prendre. Il faut accepter que le public réagisse d'une façon surprenante et que toi-même, tu fasses un produit aussi qui soit totalement surprenant. Mais moi, ça fait partie des trucs que j'ai adoré là-dedans. Tu vas peut-être me donner. Elle a vraiment eu lieu, cette confrontation. Peut-être. Mais alors, t'as peut-être une réponse là-dessus et tout, mais j'ai pas trop envie de raisonner personnellement autour de ça. Que Kushner et Spielberg ont cherché à comprendre pourquoi ce type que Spielberg avait magnifié s'est mis à pleurer et a littéralement fui en fait la soirée. Mais en même temps, moi je trouve que le film il répond par avance, puisque lorsqu'on parle de la relation entre le père et la mère, on explique à quel point c'est difficile pour la mère justement d'être admirée. À quel point elle est tellement consciente de l'amour béat que son mari a pour elle, que c'en est insupportable en fait de se savoir jamais à la hauteur de cette image en fait. Moi je sais pas et finalement il le damne ce type là parce qu'il lui montre à l'écran ce que tu seras jamais, mais t'es le seul à le savoir. Le public te confonde avec lui, mais toi tu sais que t'es pas lui. Mais moi j'aimerais rebondir sur ce que tu dis par rapport au rapport entre le père et la mère, parce que justement je pense que l'amour en fait, alors déjà on se présente quand même un personnage comme tu dis qui est Peter Pan, et d'ailleurs moi il y a une scène qui résonne hyper fort étrangement en fait je trouve dans le film, alors que ça devrait être presque une scène entre guillemets par rapport à ce que ça raconte, pas anodine mais comment dire, moins émotionnelle, c'est justement la mort de la grand-mère en fait. Et parce que d'un seul coup tu comprends que ce personnage-là, à ce moment-là, quand il perd sa mère, en fait elle est littéralement perdue vis-à-vis de comment elle doit gérer sa famille en fait derrière. Et en fait tout le monde doit compenser. Et c'est un des premiers enjeux, c'est quand il lui offre justement la station de montage. En gros, c'est si tu le fais pour que ta mère aille mieux, etc., etc. Mais pour moi, il y a ce truc en fait de encore une fois dans le parcours en fait de cinéaste, mais dans le parcours aussi de cinéphile, c'est que je pense que nous tous ici en fait on a grandi avec la logique de la passion que pouvait représenter le cinéma à un jeune âge, et qu'en fait vu ce qu'on a aimé, vu ce qu'on a machin, on a forcément été confronté à notre famille vis-à-vis, enfin je sais pas pour vous, mais pour moi mais carrément le cas. C'est-à-dire qu'en fait notre famille nous a confrontés, pas Julien, mais Julien je sais qu'il a fait des films avec ses parents, et tu vois nous c'était pas ça, tu vois, moi mon père il comprenait pas, mais tu travailles pas à l'école, pourquoi tu connais les films, pourquoi, c'était tout un déchirement. Et t'as cette scène avec l'oncle qui arrive, qui est le forain quoi, qui est le mec voilà, et qui est Boris, et qui lui dit mais t'es déchiré, tu vois en fait dans le truc, et qui lui explicite tout, et c'est un personnage qui vient de la famille justement de la mère, et qui arrive juste après la mort de la grand-mère quoi. Donc sur une scène avec une des scènes qui rappelle Poltergeist. Enfin pour moi ça m'a carrément rappelé Poltergeist, la scène juste avant. Mais t'as ce truc avec ce personnage là, donc qui explicite clairement le trauma, enfin la problématique en fait du personnage à ce moment-là. Mais t'as aussi pour moi des trucs qui sont beaucoup plus subtils dans la façon dont le père ne peut pas vraiment comprendre
la mère. C'est-à-dire que en gros, lui, t'as l'impression qu'il aime sa part artistique parce qu'il ne connaît pas ça, mais plus même qu'il l'aime la mère, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir il idéalise, c'est sûr, mais effectivement, il est en émoi devant ça. Le personnage, il idéalise l'artiste, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément l'artiste, je dirais plutôt la force de vie. Ça se transmet par là, quoi. Oui, bien sûr, mais après, ça, effectivement, il le vit, cette force de vie, il la vit à travers son art. Mais il est aussi en admiration béate quand elle est agrippée à un arbre, la tête en bas, enfin, qu'elle lui montre qu'elle est vivante, en fait. C'est ça que lui recherche, parce que, il faut le dire, le mec, c'est un autiste. Enfin, je veux dire, il est en tout cas, il est fermé sur lui-même. Dans ses machines, et, tu vois, voilà, dans ses ordinateurs. Ce que tu disais par rapport à la mort de la mère, donc de la grand-mère de Spielberg, dans le film, il y a un truc intéressant dans cette scène, c'est que tu as le père qui est fixé sur l'oscilloscope, en fait, sur le bip bip cardiaque. La mère est allongée sur le lit contre sa maman, et Spielberg, lui, il se contente de regarder, en fait. Et surtout le coup. Et justement, il y a le gros plan sur le cou, et c'est en voyant la veine arrêter qu'il comprend qu'elle est partie. Et là, dans le plan large, tu réalises que le père vient de le comprendre parce que la machine le lui a dit, en fait. Et la mère, elle est au contact, en fait, du truc. Donc, t'as vraiment toute la problématique qui est remise à plat. Parce que moi, j'avais pas compris, en découvrant le film, pourquoi, quand il est gamin, il demande à son père, pour s'endormir le soir, de regarder un oscilloscope. Si ce n'est justement ce mouvement de vie qui le berce, en fait, et qui lui sera ramené dans la gueule bien plus tard par sa petite amie, qui lui rappelle que la vie c'est de souffrir, en fait, dans la scène de bal, quoi. Chose qui fuit, en fait, pendant tout le métrage, quoi. Il fait tout pour contrôler et fuir cette souffrance, mais en fait non, ce truc qui te fascine là, ce machin qui bouge sur l'oscilloscope, c'est de la souffrance, en fait, quoi. Donc faut l'accepter. Et effectivement, c'est là où ce que dit Vincent est juste, totalement, hein, je suis d'accord avec ça. C'est un film qui aurait été impossible pour le Spielberg d'avant. Il a vraiment fallu qu'il fasse plein de progrès sur sa propre bio, quoi, ce que tu dis justement sur la souffrance, et finalement c'est l'acceptation des émotions, c'est aussi c'est très bien traduit dans la première scène, le fait que cette scène de train le traumatise d'une certaine manière, et qu'il la rejoue, et finalement passer par l'image, c'est ce qui lui permet, lui, de dompter ses émotions, contrôler, comme sa mère le dit justement explicitement. C'est là où je reviens sur cette idée d'explicite qui, moi, parfois m'a gêné, parce que j'avais l'impression, à tort peut-être, que c'est bon, on a compris, elle n'a pas besoin de le dire. Et en plus, surtout, la mère ne l'aurait jamais dit à l'époque. La mère de Spielberg n'a jamais dit cette phrase-là. Spielberg, encore une fois, il a fallu des années pour se réfléchir et comprendre que c'était ça qui était en jeu. Mais en même temps, comme le film s'appelle Fabelmans, il n'est pas là pour te raconter la vérité des faits, il est là pour raconter ce qu'il en a retiré de cette expérience. C'est plus une mise en scène de l'émotion qu'il a mené à être cinéaste. Oui, c'est la vérité de l'émotion, à défaut d'être la vérité des faits. C'est ce que je trouve bouleversant, moi, dans ce film-là. Mais sans phare non plus. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, c'est Tony Kushner, je crois, qui dit ça, il dit que c'est son film nu. Il dit il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas d'alien, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des zones qu'il n'a jamais approchées dans son cinéma. Et justement, tu parles de l'oncle Boris. C'est très frontal sur certains trucs. L'oncle Boris, pour moi, c'est un personnage central du film. Si vraiment tu as envie de comprendre de quoi le film parle, alors lui, pour le coup, il le dit explicitement. Tu sais qu'il l'a choisi en le voyant dans Independence Day. Forcément. Mais parce que tout le monde... Une raison de plus de faire le moi, je crois qu'il l'a... Tous les grands choix cinématographiques. Il l'a dit. Il n'est pas dans Independence Day 2. Non, il est dans le 1, il est dans les deux. Il joue aux échecs avec il l'a vu dans le 2, en fait. Mais il l'a dit. Il faut rappeler qu'il y a une dépense des deux. Il a 3 minutes dans le premier film, il est parfait, il est magnifique. Moi, j'adore cet acteur, Judd de toute façon, à la base. Judd Hirsch. À noter d'ailleurs que l'oncle Boris, c'était un personnage de Balto, une production Spielberg déjà, et il travaillait dans un cirque. Vas-y. Pardon. Non, je voulais juste parce qu'en fait, ce que j'apprécie donc avec la partie de l'oncle Boris, c'est qu'effectivement, elle étale le truc, elle explicite les choses, les enjeux profonds de l'œuvre, mais elle apparaît dans un cadre hyper opératique. Ça veut dire que le personnage déjà t'est présenté par un élément fantastique, qui est le cauchemar que la mère fait au téléphone avec sa mère qui l'appelle et qui lui dit n'ouvre surtout pas la porte. C'est génial cette scène en plus. L'arrivée incroyable. L'arrivée en ombre du mec, là en ombre chinoise, il y a quelque chose d'hyper menaçant. Tu
t'attends à un monstre quoi, qui va débouler. Et du coup, tout le rôle d'oracle qu'on lui donne, parce que basiquement il est là pour prophétiser à Steven ce qui va être sa vie, justement ce déchirement perpétuel entre son art et sa famille, et à un moment donné, j'avais noté la phrase parce qu'elle est terrible, quoi. Il lui dit: tu seras condamné à être un exilé dans le désert, un gypsy, un romaniste. Enfin, tu vois, c'est que Spielberg, un gitan, que Spielberg en arrive à reconnaître en fait que c'est ça. En fait, il a toujours été un exilé dans le désert, alors que c'est le mec qui est probablement un des cinéastes les plus récompensés matériellement, on va dire, de toute l'histoire du cinéma. Il avait tout, quoi, si tu veux, tous les jouets, tous les gadgets, toutes les belles maisons, les machins, les trucs. Non, t'as vécu comme un exilé dans le désert, parce que ce que tu vis profondément là dans ton art, c'est un déchirement perpétuel, quoi. Donc, bref, et là ça me gêne pas parce que c'est fait dans une enclave du film qui est une enclave vraiment opératique. Il aurait même pu déclamer ça avec des flammes derrière lui, que ça m'aurait pas dérangé, le caractère explicite de ces déclarations. Ouais, l'exilé dans le désert, moi il y a ça justement dans le fait que j'ai quelques problèmes avec sa filmographie, parce que on sait très bien que quand il tourne la liste de Schindler et que le soir il va monter les dinosaures de Jurassic Park, on se dit mais pourquoi il fait ça, quoi? Comment c'est possible de s'infliger un tel truc, voilà. Mais pour moi, je l'ai toujours compris comme il est le réalisateur des deux films, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de, tu vois, je veux dire, le truc c'est que je te dis ça pas par rapport à forcément ce que tu dis là, mais en gros, l'idée simple, c'est un truc qui avait été vachement reproché à l'époque, en fait, par les critiques, hein, de dire mais comment est-ce qu'il peut faire la liste de Schindler le jour et en fait monter Jurassic Park la nuit. Et t'as envie de dire bah en fait c'est le cinéaste des deux films, c'est parce qu'il y en a un qui est un film spectaculaire et comment dire de divertissement, et l'autre qui est un film personnel. Je suis d'accord avec toi, mais il a pas dit je tournais la liste de Schindler et puis c'était génial le soir, je montais des dinosaures. Déjà. Il a dit je tournais la liste de Schindler et c'était horrible le soir alors qu'il en avait déjà fait un de film de dinosaures. Des épisodes de Seinfeld sur le plateau pour essayer Donc moi, je me suis souvent dit dans ces films, pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça, ou pourquoi est-ce qu'il a fait ce projet. Alors, pas tout le temps, hein, mais sur certains projets, je me suis dit, où est le plaisir de cinéaste là-dedans ? Et là, dès le début, dans Fabelman, je l'ai, quoi, ce plaisir immédiat, le plaisir immédiat qu'on avait dans ces œuvres de jeunesse, quoi. Et je trouve qu'il y a un tour de force à arriver à se faire cohabiter et télescoper la chronique familiale et la naissance d'un cinéaste, parce que ça produit, quand les deux se rencontrent, ça produit des scènes démentes, comme quand sa mère se met à danser là en nuisette avec les phares de la voiture qui éblouissent. Avec la sœur qui vient. Ouais. On est dans un dispositif de cinéma. C'est très impudique et là on est à la fois dans de l'artistique et du familial, et c'est des scènes moi je trouve que c'est des scènes démentes, et il y en a pas mal dans le film des scènes comme ça. Mais de toute façon c'est un film aussi de réconciliation ou de conciliation, je sais pas comment dire, quoi. C'est définitivement ça, c'est-à-dire qu'il est en train de... Je sais pas pourquoi, en voyant le film aussi, j'ai beaucoup repensé à E.T. qui prend tous les jouets là, et qui les répare et qui les assemble pour contacter la maison, quoi. Oui, je me suis dit, c'est ça en fait. Il récupère tous ses jouets, tous ses souvenirs du passé, il essaye de les assembler dans une espèce de bric-à-brac pour renouer avec... d'où il vient, où il va, pourquoi il fait ça, pourquoi c'est génial, pourquoi le cinéma c'est magnifique, pourquoi cet art en particulier t'aide en fait à vivre et à décrypter le truc, pourquoi voilà, tous ces trucs là en fait qui sont... moi j'en ai pas vu tant que ça en fait, des films comme ça. Le premier mot yiddish que prononce Boris à table, parce que j'ai été chercher la signification du mot en question, quand il lui parle d'Hollywood, qu'il raconte son expérience et qu'il lui dit que son ami lui a travaillé avec Potter sur la case de l'oncle Tom et le fait venir à Hollywood en lui disant viens à Hollywood. Alors j'ai pas retenu le mot, hein, désolé yiddish, mais en gros c'est la maison. Sous-entendu, il y a des juifs, donc là on va pas être maltraité comme on est dans le cirque avec tous ces antisémites. Et déjà il y a le mot maison qui est là. Le projet
à la fin des années 90, le projet autobiographique s'appelait I'll Be Home, tu vois, je retourne à la maison, quoi. Et quand on parle d'E.T., la moitié des scènes importantes de ce film se passent dans des placards, quoi. Donc, je veux dire, qui sont les lieux où E.T. prenait forme, quoi. Enfin, et puis on parlait, moi je sais que c'est marrant parce que t'as beau savoir les choses, vous l'avez dit par exemple, pourquoi est-ce que la dernière croisade ça parle de la réconciliation entre le père et le fils, tu vois. T'as beau savoir qu'un cinéaste il va se projeter dans son personnage principal, moi j'ai jamais forcément vu Indiana Jones comme une émanation de Spielberg à la base, tu vois. Sauf que quand tu regardes ce film-là, quand tu les vois gamins en train d'essayer de tourner des films et qu'ils ont littéralement le costume en fait de River Phoenix au début de la dernière croisade, tu fais ah d'accord, pardon, effectivement maintenant merci de me le rappeler. Et en fait c'est idiot parce que ça rejoint aussi le truc où même aussi dans la manière dont il va lui se magnifier à travers l'écran, parce que le personnage d'Indiana Jones c'est le héros, tu vois. Il portait un Stetson quand il était. Il le met pas dans le film. Non, mais il a le chapeau. Quand il est à la fac. Non, mais c'est là où je parlais aussi de clés, de legs et de clés. C'est-à-dire que c'est génial qu'il fasse ça. C'est juste la perfection que ça arrive à ce moment-là de sa carrière. Je sais pas combien de films il lui reste à faire à Spielberg. Là, il fait Bullitt, je crois. Bullitt, ouais. Mais je souhaite qu'il en fasse autant que possible, évidemment, quoi. Mais il n'empêche qu'on est par la force des choses au crépuscule de sa carrière. C'est malheureusement. Il a plus de films derrière lui que devant. C'est sûr, hein, c'est une fatalité, quoi. Et c'est génial en fait que ça arrive là. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc, c'est qu'on a parlé beaucoup de sa vie, qu'il est en tant qu'artiste et tout, mais il y a toutes les clés sur son œuvre aussi. Mais c'est incroyable. Enfin, les deux fois que je l'ai revu et quand j'ai revu des extraits et tout derrière, je me dis ah oui mais merde, il évoque aussi tel film là tout à coup. Je parlais de Poltergeist tout à l'heure et tout, mais ça m'est venu à deuxième. Je me suis dit ah oui putain mais ça c'est Poltergeist quoi. Et ça c'est Les Dents de la Mer. Et ça c'est Rencontre du troisième type. Enfin et ça a pas arrêté en fait comme ça où je me suis dit mais c'est génial en fait. C'est tellement j'arrive pas à me souvenir d'un grand cinéaste en fait qui t'offre en fait, qui te propose une œuvre qui comme ça t'aide à pas de manière aussi littérale à décrypter, à appréhender en fait ce qu'il a fait auparavant. Je pas de manière littérale, mais en fait parce que ça s'inscrit dans un autre genre en fait, mais c'est ce que Del Toro a fait avec Nightmare Alley l'an dernier quelque part. Non parce qu'il parle pas de cinéma, mais il parle par contre il parle de son art. Un peu de son œuvre et tout, mais c'est pas comme ça en fait. C'est pas aussi. Enfin je veux dire c'est une couche supplémentaire dans Fableman. Il va pas rechercher il explicite pas un caractère autobiographique dans Del Toro, c'est nous qui le voyons le caractère autobiographique. Je sais pas s'il en a conscience en tout cas, mais par contre le truc c'est que ouais il parle de lui. Ça, mais là ce qui est aussi donc intéressant, donc c'est justement cette espèce de décalage, c'est-à-dire de fausse libertivalence, voilà, de fausse autobiographie, exactement. C'est pas un hasard si quand t'arrives à la fin t'as une affiche de libertivalence en énorme là. Qui dit quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende. Et le film passe son temps à t'expliquer que d'une certaine façon il est en train de te mentir, pour la bonne cause, mais il est quand même en train de te mentir. Donc il te détache petit à petit de cette idée, arrête de croire que je suis en train de te raconter ma vie, je suis en train de te raconter des choses que j'essaye de réparer aussi, parce qu'il faut, il faut le dire, le comédien principal est plutôt beau gosse. Spielberg, c'était un peu l'antithèse, si tu veux, du beau gosse à cet âge-là. Il a jamais répondu des répliques aussi cinglantes aux mecs qui lui cassaient la gueule dans les couloirs. Et même d'ailleurs cette partie difficile concernant les insultes antisémites à l'école, elle est sujette à caution, puisque il en a parlé en 93 à la sortie de la liste de Schindler, de ce qu'il avait vécu à Saratoga, et en fait les habitants de la région on était vachement émus de ce truc-là, en se disant c'est pas possible, on l'a vraiment traité comme ça, etc. Et il y a eu enquête et tout, et des gens de l'époque qui disaient mais non, tu vois, voilà. Il y avait un de ses copains qui avait été effectivement témoin d'un truc malheureux qui lui était arrivé à ce niveau-là, où un type avait jeté des pièces en lui disant tu vas les ramasser, c'est tout ce que tu sais faire. Mais la question de se faire péter la gueule par des polices, on n'a jamais su si c'était pas une façon aussi pour lui de fabuler. On sait que Spielberg a menti sur sa propre bio. Pendant des décennies, il a fait croire qu'il était rentré dans les studios d'Universal et qu'il avait mis son nom sur une porte, que c'est comme ça qu'il a commencé son métier. Il n'a pas commencé comme ça. Mais ce besoin de fabuler, ce besoin aussi de réparer un peu,
Déjà la rencontre avec John Ford, c'est pas réel. Alors ça c'est pas vrai parce que il y a une vidéo qui est géniale d'ailleurs que je vous invite à voir sur le net où il a raconté justement cette rencontre avec John Ford. Il me semblait que c'était avec Hitchcock. Non, Hitchcock il s'est fait virer du plateau de Complot de famille. Ça c'est encore autre chose. Il a pas eu d'échange avec Hitchcock. Il a vu Hitchcock de dos et Hitchcock a demandé à un assistant de le virer du plateau. Mais non, il y avait un truc. C'était un truc avec. Je crois que c'était une table ronde avec Jon Favreau qui a 17 ans, un truc comme ça et tout, et il raconte la scène. C'est hallucinant, quoi. Il raconte, alors est-ce qu'il était déjà en train de fabuler cette rencontre ou pas ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est exactement ce qu'il y a dans le film, quoi. Et avec le rouge à lèvres, avec tous ces trucs-là, etc., quoi. Mais de toute façon, la morale de cette scène, c'est pas grave. Elle sert la question de la fabulation. Bien sûr. Qu'est-ce que John Ford est en train de lui dire à ce moment-là, si ce n'est... Écoute, c'est intéressant quand c'est filmé de trop haut ou de trop bas, mais avec au milieu, ce plan fin incroyable. Au milieu, c'est chiant. Pour moi, la façon dont je comprends ça, en fait, si tu veux, en tout cas, dans l'aboutissement, en fait, finalement, de ce que le film, pour moi, est censé aussi être en méta, c'est-à-dire dire, en gros, on parle de cinéma, donc c'est un film sur le cinéma, sur le langage du cinéma, on t'a montré un peu comment on fabriquait tout ça, c'est une manière de dire, ce qui est important, c'est le point de vue. Donc ton point de vue, il soit du dessus, il soit du dessous. Toi, tant que t'es pas au milieu comme tout le monde, tu vois. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme un truc où il te dit. D'où la pirouette finale du plan, d'ailleurs. Non, mais où il te dit justement ce que fait le film. Parce que il y a une raison pour laquelle le film fait ça. C'est-à-dire qu'il te dit. Le réel ne suffit pas en fait. Sûr, mais... il faut rajoute de la dramaturgie. Tu veux toucher les gens, tu veux machin et tout. Rajoute, c'est le propre même de notre art. Mais c'est ce qu'il a toujours fait aussi. Ou d'une certaine façon, même dans les films que Vincent n'aime pas. Le réel n'est pas le but, n'est pas le témoin privilégié des émotions qu'on a vécues. Ouais, en fait. c'est ça, voilà, c'est ça. Parce que ce qui compte vraiment, et c'est pour ça que sa mère insiste tellement là-dessus quand elle lui parle de la culpabilité comme d'une émotion gâchée, tu comprends qu'elle est en train de lui léguer cette idée que c'est avec ça que tu vas vivre, c'est avec ça que tu vas te construire, quoi. Et effectivement, soit c'est trop haut, soit c'est trop bas. Sa mère, elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps là ou en bas, quoi. Mais effectivement, au milieu, c'est peut-être objectif, comme son père aimerait que les choses le soient, mais c'est chiant. Il n'y a rien. Ça ne te transmet, ça ne te dit... Il n'y a pas de singe, voilà. Il n'y a pas de singe au milieu, donc... ça, c'est vrai, d'ailleurs, l'anecdote du singe, c'était effectivement pointé à la maison avec un singe. Mais au milieu, voilà, ça ne dit rien de ce qu'on est. Et donc, c'est dans les... Les singes ne sont pas au sol. Ils sont dans l'arbre. Non, et puis ça permet aussi... Alors, on spoil tout à mort, mais ça permet aussi cette pirouette finale aussi que j'adore. Parce qu'en fait, je l'ai pas vu venir, en fait, ce truc. C'est-à-dire que tout à coup, on rappelle le truc, c'est que donc tu as un dernier plan où tu vois le jeune Spielberg après cette rencontre avec John Ford. John Ford lui dit tu mets jamais l'horizon au milieu, tu le mets ou tout en bas ou tout en haut. Et donc ça se termine sur un plan du jeune Spielberg après cette leçon et cet instantané hyper fort de rencontre avec cette légende et tout, et qui est revêche, on va dire, pour le moins. Et tout à coup, tu as la caméra en fait qui filme de façon avec l'horizon au milieu et qui au dernier moment, comme si elle se rattrapait. Enfin, c'est une des meilleures interprétations de caméra que j'ai vues de ma vie. Elle joue super bien la caméra à ce moment-là. Elle se remet comme ça pour rectifier l'horizon. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que Spielberg se positionne quand même en grand sage qui vient, qu'il est, moi je pense, j'estime, qui vient, qui dit voilà, j'ai vécu tout ça, j'ai fait tout ce travail sur moi, maintenant voilà, je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Fais ce que voudra, comme dirait Rabelais. Bref, mais tout à coup, le fait qu'il fasse ça à la fin, je me suis dit, tout à coup, il y a un truc d'humilité et tu restes là-dessus. Il y a un truc où il dit, mais tu sais, je peux merder aussi, quoi. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en fait, il le sait. Là. De toute façon, il l'a dit. Il a dit, ouais, il merde tout le temps. Non, mais je sais pas comment vous l'avez pris, en fait, ce truc. Mais... Non, moi, je trouve que c'est génial. Il est incroyable, c'est l'un des meilleurs derniers plans de l'histoire du cinéma. Ah, mais c'est clair, il est génial. D'ironie, enfin, pas d'ironie, mais de, comment dire, parce que c'est pas d'ironie, mais de malice, en fait. Bah oui, voilà. Il est aussi génial parce qu'en réalité, avant que la caméra ne corrige, le plan, il est cool. Le plan est cool. Absolument. C'est clair. Et tout d'un coup, il se dit, mais n'oublie pas la leçon du grand maître, quoi. La facilité aurait été de faire un plan pourri et de le basculer en contre-plongée et que ça soit génial, mais non, il est déjà bien, ouais, en effet. Du coup, tu t'y attends pas en plus. Non, c'est ça qui est génial. Tu t'y attends pas du tout. Et il y a tellement de plaisir à faire ce plan, à l'imaginer, à le tourner, et puis j'imagine que
quand ils l'ont vu, ça a dû être un pied total. Puis c'est la première fois qu'il bascule il brise le quatrième mur. C'est un truc complètement méta, il quoi. Le fait sur un plan qui nous dit c'est pour ça que vous m'aimez, quoi. C'est parce que... Et puis c'est parce que ouais, c'est vrai, t'as l'impression d'avoir tout à coup, enfin je sais pas, ça a éclairé tout le film, toute mon expérience avec le film d'un autre truc. C'est-à-dire que tu te dis ah ouais, mais putain, c'était vraiment lui qui me racontait l'histoire, il a été là tout le temps, quoi. Moi, ça me fait d'autant plaisir que quand, même parmi certains films que j'aime bien, comme Le Terminal ou tout ça, j'ai justement l'impression que c'est des films du milieu, quoi. C'est-à-dire que un bon technicien hollywoodien aurait pu les faire. Or, Spielberg, on veut en effet qu'il fasse des contre-plongées, des plongées, des mouvements de caméra, des trucs, des plans séquences, etc., quoi. C'est pour ça qu'on l'aime. En plus de sa capacité de réunir voilà. Ouais. Ouais, non mais ce plan-là est super intéressant parce qu'il te rappelle aussi justement que c'est toujours Spielberg derrière la caméra et finalement chaque concept cinématographique qui est détaillé dans le film avec chacun des courts-métrages, tu peux aussi le voir de façon méta sur le film qui raconte en lui-même. Et non, mais là, c'est l'expression la plus directe. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'aussi Spielberg, c'est un mec, tu vois pas l'effort. C'est très rare, en fait. Non, c'est un mec, subtil. on le sait, notamment avec ses plans séquences. Le film s'ouvre sur un plan séquence qui est magistral. Au niveau du changement de valeur et tout. Ce petit gamin, il est éclairé à la perfection. Il rentre dans le champ, les parents après, c'est parfait. T'as la caméra qui planote et tout. Qui descend, tu te rends même pas compte. Tu vois pas le visage des parents, elle arrive directement sur son visage à lui. T'as la main du père, Haïti, quoi, ensuite la main de la mère. Et après, il se baisse. Et après, le père se baisse et rentre dans le champ et la mère se baisse. Arrive, il est incroyable ce plan. Mais bon, il en a fait plein, des trucs comme ça où quand tu vois la scène la première fois, tu dis donc là, il y a au moins 45 plans. Et en fait, non, c'est un plan séquence qui est juste passé tout seul comme ça, crème, et tu te rends même pas compte de la mise en scène et tout. Et tout à coup, le fait qu'il se manifeste de façon si frontale à la fin et tout, je sais pas, il y a un truc incroyablement festif, ça te donne un rapport à ce film incroyable. C'est rare que ça fasse ça un dernier plan, quoi, quand même. C'est là aussi tu vois la maîtrise du mec, l'intelligence et tout, quoi. Il se dit mais tu restes avec ça, en fait. Tu restes avec un dernier plan. Il va pas te faire un plan avec ce gamin qui part au soleil couchant, puis la caméra qui monte avec un beau plan de grue, puis tu vois tous les studios derrière coupés, et tu te dis ah ouais, il va vers le cinéma, il va vers le dessin et tout. Non, il te fait ça avec un plan. Il vaut mieux que ça. Bah oui, voilà. Non, mais en fait, et c'est incroyable. Tout à coup, tu sors avec ça. Moi, je sais que c'est rare, mais je suis sorti avec ce plan. Et déjà, j'avais adoré le film pendant le truc, puis je suis sorti avec ce plan, je me dis oh putain, mais c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. C'est un plan qui est hyper fort parce qu'il te ramène au présent, en fait. C'est le plan qui fait la connexion entre voilà, tout ce qu'on vous a raconté et la personne qui est derrière la caméra aujourd'hui, même si elle a changé des choses, même si elle a un peu fabulé dans sa façon de raconter, c'est la même personne que tu vois à l'intérieur du film. C'est ça, et puis ça te remet aux conditions de spectateur aussi, je trouve, tout à coup. Tout à coup, ce truc sur le passé, ça te rend l'expérience extrêmement présente. Et il est incroyable, ce dernier plan. Avec une actualisation de sa psyché, on va dire, et des blessures qu'elle porte, parce que moi, ce que je trouve admirable avec le personnage de Ford, c'est que historiquement, il était marqué par la vie. Il avait perdu un œil, donc il avait ce bandeau, etc. Donc il y a peu d'efforts qui est fait pour le rendre glamour, et tu sens que le mec, il revient de la guerre, quoi. Alors, en plus, il y a ce rouge à lèvres qui fait presque tache de sang sur son visage, quoi. Mais c'est surtout... C'est pas tout à fait ça. Non, mais il est mieux que sa secrétaire. Hein. C'est clair. C'est surtout que dans un truc un peu hagiographique où tu es censé assister à la rencontre avec une légende, il devrait y avoir une aura et tout, en fait, il se retrouve devant un mec qui est détruit par l'existence, quoi. Et moi, en tout cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de spectateurs, vous allez me le confirmer ou pas, ça m'a immédiatement rappelé le métier de son oncle Boris, qui a passé sa vie, enfin, c'est pas une partie de sa vie, à mettre la tête dans la bouche du lion et à lui dire, voilà, comment dire, mettre la tête dans la bouche du lion, c'est juste avoir des couilles. Le talent, c'est savoir comment le faire pour que le lion ne referme pas la bouche. Tête, voilà. Et voilà le résultat, quoi. Ce John Ford, il s'en est pris plein des coups de dents dans sa carrière, quoi. Je sais pas, je l'ai trouvé fascinant, moi, ce personnage. Je me suis pas dit c'est un mec déglingué, en fait.
Je me suis dit, c'est revêche. C'est David Lynch. C'est un mec qui a fait la guerre. Non, mais alors moi j'avais essayé de rien voir avant, donc je savais pas que c'était David Lynch qui le jouait. Je l'ai pas reconnu, hein, j'avoue. C'est vrai, ah oui. Je le trouve incroyable, quoi, moi, dans le truc. Après, c'est une scène rapide. Et non, mais bien sûr, mais c'est pas facile à jouer. Putain, fallait le caster, fallait aller chercher et tout, quoi. Bon, bref. Et non, j'ai vu ça. Je sais pas, moi je l'ai vu dans un truc relativement classique en fait. Ah ouais moi je l'ai vu dans un personnage de vieux sage asiatique qui au début est en train de frapper Jackie Chan avant que Jackie Chan réussisse à faire la danse du sauf que c'est un de l'homme message avec des griffes partout quoi, qui te dit c'est oui vrai. tu as la capacité d'être comme moi un jour, là, d'être moi un jour, mais moi c'est ça, tu vois. Tu projettes aussi ta cinéphilie sur John Ford, c'est-à-dire qu'en fait le fait de savoir quelle est sa vie à lui. Non, visuellement, je parle là vraiment de visuel. Encore une fois, pirate, quoi, il tombe pas sur un mec au bord de sa piscine en train de se la couler douce, etc. Il tombe sur un type qui a un ouvrier qui est en colère, qui est marqué par la vie et tout, et tu te dis c'est ça que tu veux être, mec. Tu vas passer ta vie. Se faire bécoter quand même. Ouais, certes. Mais tu vas passer ta vie à faire la guerre en fait. Son art, c'est une forme de guerre. Donc moi j'ai trouvé que ça actualisait justement une forme de psychisme en fait de justement de là où il en est Spielberg, parce que même s'il le montre pas physiquement, je pense qu'il est quand même marqué profondément par beaucoup de choses qu'il a dû sacrifier à son art, quoi. On revient à la question de la déchirure entre la famille et la solitude de l'artiste. Voilà. Exactement. Et par rapport à l'idée de se montrer en tant que réalisateur, alors c'est pas du tout aussi évident, mais moi j'ai été interpellé par la première fois il retourne chez eux, justement après avoir vu sous le plus grand chapiteau du monde, où on a ce travelling trop parfait de la voiture qui traverse la banlieue, filmé en 3/4, tellement parfait qu'en fait ça donne un caractère presque, j'allais dire, jeu vidéo au plan, quoi, parce que la caméra ne quitte jamais l'angle qu'elle a sur la bagnole, tu vois, alors qu'elle est éloignée. Le reste des plans voiture dans le film... Alors c'est peut-être effectivement un plan de drone, mais du coup ce que ça donne aussi au niveau de l'image, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un travail spécifique au niveau de l'étalonnage numérique, c'est que les maisons donnent l'impression dans ce plan-là d'être devenues des maquettes. Or c'est ce qu'il vient de voir en fait au cinéma avec l'accident de train, en fait, des maquettes magnifiées, voilà. Et là tout d'un coup sa propre banlieue devient entre guillemets un terrain de jeu, tu vois, possible. Et ça m'a refait le coup. Ça m'a refait le coup quand ils partent de ce lieu-là et qu'ils découvrent l'Arizona, donc qu'ils partent en bagnole, et on a ce plan large sur l'Arizona avec avec des palmiers idéalement placés le long de la route. C'est vraiment une route de carte postale, quoi, complètement artificielle, alors que le reste de la scène est très naturaliste. Quand ils sont dans la bagnole avec ses sœurs et tout est naturaliste, mais ce plan-là, c'est vraiment une maquette encore, comme si à chaque fois qu'ils découvraient un nouveau lieu, ils le découvraient sous le prisme justement de la possibilité d'en faire un jouet, en fait, d'en faire un film. Je vais pas ressortir mes études universitaires sur la banlieue et Spielberg, mais de toute façon, il a toujours travaillé autour de ce truc. Lui, il parlait de l'anesthésion des banlieues, hein, à l'époque de E.T., quoi, de ce truc où, en fait, la banlieue est un endroit parfaitement factice, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas véritablement de fondation, en fait, et qui, du coup, n'existe pas en quelque sorte, et où il faut intégrer quelque chose qui va la marquer, qui va marquer les endroits. Pour habiter un endroit, il faut le marquer, il faut que tu aies des bases, il faut que tu aies des jalons, quoi. Et moi, j'ai surtout vu ça comme ça, en fait, le côté hyper impersonnel, en fait, un peu... Et dans lequel ils ressortent eux, d'ailleurs. Et dans lequel ils ressortent eux. C'est ça qui est génial. J'adore aussi la façon, on n'a pas parlé de ça, mais un tout petit peu aussi avec les bullies et tout, mais la façon qu'il a d'appréhender sa judéité, en fait, dans le film, je trouve ça génial aussi. Je trouve ça merveilleux, quoi. Je pense que c'est, pour le coup, vraiment comme il l'a vécu. Ah oui, c'est clair. Comme il l'a ressenti. Mais c'est marrant parce que, en fait... Alors, il aime bien la religion, parce que ça permet surtout de rouler des pelles, hein. Mais ça c'est génial, par exemple, je trouve ça elle est super, cette relation avec la gamine et tout, c'est absolument il demande parce qu'il faut raconter que donc il a une petite amie qui l'invite chez elle pour prier parce qu'elle est catholique. Pour prier Jésus. Puis ça se termine vite par un bisou avec la langue. Et Spielberg, à la fin de la scène, il lui dit j'aimerais bien revenir prier chez toi.
Mais elle est géniale, c'est un personnage. Ça fait partie, moi je trouve, des personnages un peu déstabilisant en fait. Ouais. Tu vois, c'est dans les trucs où parce qu'il pourrait être caricatural et plus ça avance et plus tu dis qu'il est pas tant que ça. Elle est très compliquée en fait. Puis elle a le regard Spielbergien quoi. Les yeux complètement. Mais elle est, tu vois, tu as plein de. Moi j'ai eu plein de sensations différentes vis-à-vis de ce personnage là en fait. Ouais. C'est très marrant en fait, à la fois du dédain d'abord, et puis après du rejet, et puis après beaucoup d'affection, et après je me suis interrogé en fait au final. C'est le personnage qui suggère un retour au cinéma aussi. C'est-à-dire c'est elle qui lui dit en gros tu vois mon père il pourrait te prêter la réflexe, tu vois, il pourrait te prêter tu vois tous ces trucs là et en gros tu pourrais repartir shooter ce truc là et il le fait presque même pour elle en fait. C'est parce qu'au moment où il va présenter le film quand il donne ce film le plus curieux en fait de tous ses courts-métrages en fait, celui qui lui échappe. Quand il la demande presque en mariage et qu'elle l'envoie gentiment bouler en lui disant que ça se fera jamais, c'est aussi elle qui lui rappelle qu'il est en train d'essayer de régler un truc entre ses parents à travers elle quoi. Donc et elle lui rend carrément sa croix, tu vois. À ce moment-là. D'ailleurs, l'évolution du personnage est super intéressante parce que quand on la découvre, elle a ce côté un peu, justement, tu dis, elle est un peu folle, elle est un peu perchée, et finalement, à la fin, c'est elle qui le ramène à la réalité et qui l'ancre complètement. Lui rappelle que la vie est souffrance, encore une fois. Et qui lui dit aussi, bah moi, je vais partir, mais à quel moment tu pensais que tu allais me suivre? C'est incroyable tout ce qui se passe dans ce film. C'est génial. Non, mais c'est hyper dingue. Un dernier truc en fait que j'aimerais bien souligner, c'est que en fait tu parlais, tu sais, de la façon dont c'est-à-dire il te présente les courts-métrages et à chaque fois chaque court-métrage peut être une espèce de tu vois de truc, mais en fait pour le coup je trouve que c'est un des trucs sur lesquels il fabule pas trop quoi. C'est-à-dire sur ses capacités, parce que ce qui est surprenant c'est que bon bah tu vois nous on grandit, c'est un cinéaste avec lequel on a grandi en fait si tu veux, donc même bon moi nous j'étais pas né quand Les Dents de la Mer est sorti etc., mais quand tu découvres tous ces films au fur et à mesure tu dis bon voilà quel comment dire c'est le cinéaste ultime quelque part, tu vois. En tout cas, on l'a toujours vécu avec cette logique-là, il y a toujours eu cette aura pour nous. Mais le truc, c'est que quand tu regardes, par exemple, certains cinéastes qui te montrent leurs films d'enfance ou des trucs comme ça, et tu regardes les merdes que c'est, si tu veux, tu te dis, oula, il y a un progrès monstrueux, quoi. Par contre, quand tu t'achètes, et surtout à l'époque des DVD ou des trucs comme ça, d'un seul coup, tu pouvais acheter le Soldat Ryan et t'avais des bouts d'Escape to Victory. Qui sont hyper impressionnants. Voilà, et tu te dis, putain, mais le découpage du mec qui avait 15 ans, quoi, 14 ans. C'était Fighter Squad qu'on avait sur... C'était Fighter Squad sur le truc. Et en fait, tu regardes ça, et tu dis, le mec, il te fait un truc dynamique que la moitié des mecs qui font des films à Hollywood, ils n'arrivent pas à faire, en fait. Et puis surtout l'idée géniale de faire entièrement son film autour d'images d'archives pour justement raccorder les mouvements de ses comédiens avec les images d'archives. Bref. C'est pas si rare que ça. Hein. Je me souviens à l'époque de Mad Movies, quand il y avait les festivals du Super 8, il y avait, je sais pas, il y avait 40-50 films qui étaient sélectionnés chaque année, qui étaient diffusés. Il y en avait toujours 4 ou 5 qui étaient juste démentiels. 4 ou 5 sur 50, tu vois, ça fait 10%. Ouais. Oui, mais par des jeunes mecs, etc. Un peu plus âgés, parce que Fighter Squad, il avait genre 11 ans quand il l'a fait, quoi. Ouais, d'accord. Vraiment un truc. Et tu vois, je compare, moi, c'était Shyamalan, tu vois, à l'époque, qui dans les mêmes DVD, tu vois, à cette époque-là, qui te balançait des films. Alors ça, c'est mon film d'action. Là, tu regardes le truc et oui, mais c'était un vrai film de gamin de 10 ans qui sait pas encore ce que c'est que le découpage et tout ça. Mais le truc, quand tu dis qu'il fabule pas trop, en réalité si, parce qu'il avait demandé effectivement à Janusz Kaminski de faire en sorte qu'il respecte au maximum les angles de prise de vue des courts-métrages originels. Donc Kaminski s'y est tenu, tu vois, et même dans les scènes de tournage, de s'assurer que comment la caméra est positionnée, ça correspond bien au plan qui a été filmé à ce moment-là. Et Kaminski de dire, et en fait, il a pas pu s'en empêcher. Il a quand même corrigé certains plans dans bien sûr, mais parce que le mec fonctionne, il connaît toutes les strates, on va dire, de fabrication. Mais le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que moi, j'ai presque, en tout cas, en termes de sensation de spectateur, hein, si tu veux, le fait de découvrir en tant que cinéphile d'un seul coup, en fait, ces courts-métrages-là auxquels on avait accès, si tu veux, des images, des machins, et te dire, putain, le mec, à 8, 10 ans, 15 ans, il arrivait à faire ça, si tu veux. Et dans le film, en fait, si tu veux, c'est très bien, hein. Mais c'est, comment dire, c'est encore, en fait, si tu veux, un truc tu vois, c'est pas ce que Spielberg a fait plus tard, tu vois. Tu te dis, il y a quand même un truc où je pense qu'il s'est un tout petit peu... Je pense qu'il est pas totalement dans son auto-analyse non plus à ces moments-là, tu vois ce non, je pense que ce qui l'importe encore, c'est peut-être moins le film que la réaction, encore une fois, du public. Oui. C'est un truc dont on a parlé un tout petit peu avec Vincent tout à l'heure, mais le film s'ouvre quasiment... Enfin, la deuxième scène du film, c'est quand même une scène de gens qui regardent un film. Le film là, se termine, on en a parlé tout à l'heure, il te renvoie à ta condition de spectateur qui est en train de voir un film. Et pendant tout le film, tu vois du public qui est en train de réagir à ce qu'il a filmé, ça n'arrête pas.
T'en as plein des scènes comme ça. Et c'est important. Et les réactions des gens sont importantes. La façon qu'ils ont le truc et tout. Et je pense que ça fait partie du travail de Legge, encore une fois, à mon sens, qu'il y a dans Fabelman. C'est-à-dire que de dire... Voilà, il faut que tu réfléchisses à comment les gens y réagissent. Et voilà comment ils réagissent là. Et pourquoi ils réagissent là ? C'est tout à coup parce que j'ai eu l'idée de faire des trous dans les machins. Et ça les a surpris. Donc l'innovation technologique qu'il y aura dans Jurassic Park ou je sais pas, moi, Rencontre du troisième type et tout, elle fonctionne aussi sur le public. Ça a un impact. Cette innovation technologique, aussi minime soit-elle, elle a un impact fort. Donc tu peux capitaliser là-dessus. Et le truc sanglant... Cet éclat sanglant que tu vas voir au début des Dents de la Mer, ou quand le gamin se fait bouffer, etc., ça va avoir tel impact aussi sur le public. Et enfin voilà, moi tout en ayant conscience que le film peut t'échapper aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sorti dehors, en fait, le film te peut t'échapper. C'est pour ça aussi que j'adore la scène de tricher un petit peu, on va dire, avec la chronologie, puisque donc Escape to Nowhere dans le film Fabelman est montré comme étant une projection en salle avec un public payant, alors qu'en réalité c'est Firelight, c'est son film de SF qui a bénéficié de cette séance spéciale. Mais bon, c'est pas Firelight, c'est c'est Firelight. Tu sais, il s'appelle Samy dans le film. Oui, certes. Il s'appelle Fabelman. Voilà. Donc, non, mais c'était pour rebondir sur ce que disait Julien. Non, mais sur le fait qu'il avait besoin effectivement de montrer un autre moment d'existence publique du film, de projection publique. Quoi. Et pour moi, c'est la même chose, par exemple, avec sa mère quand il l'emmène qui est une scène aussi incroyable. Dans l'armoire. Oui. Quand il l'embarque dans l'armoire pour lui révéler ce qu'on a laissé dans l'armoire justement, quoi. Ce qui était planqué aussi dans l'armoire. Et que tu ne vois pas. Et que tu ne vois pas, mais qui revient aussi pour moi avec ce truc de la banlieue. Tu le vois dérocher les plans. Mais là, tu vois juste la réaction, parce que tu vois pas le montage qu'il en a fait, en fait. Ouais. Mais c'est pas grave, en fait. Ouais. Tout ce qui importe, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il va en faire, en fait, là-dessus, et ce qu'il peut provoquer aussi sur les gens. Et c'est aussi intéressant que ça se passe dans le placard. C'est-à-dire que le placard, les petits endroits dans la banlieue, ça a toujours été là où le fantastique il peut exister, ou le merveilleux, ou l'instant de vérité en fait peut exister. C'est là où Roy il se cache et tout quand il est pas bien dans Rencontre du troisième type, c'est là où il cache l'extraterrestre, et là évidemment il cache ce secret incroyable, enfin pas aussi incroyable que ça, mais disons cette relation extra-conjugale incroyable ça a détruit de sa mère quoi. Donc voilà, c'est super. La destruction de la cellule familiale, c'est quand même au centre de son cinéma. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, je t'apprends rien, monsieur avec tes œuvres universitaires. On n'a pas parlé de Seth Rogen aussi, car aussi lui dans le genre de personnage incroyable, il se pose là, quoi. Il est vraiment merveilleux, quoi. Aussi, c'est l'aide l'aide providentielle dont tu ne veux pas. En tant que cinéaste, c'est génial aussi ça, en tant qu'artiste. Et je trouve que ce personnage est aussi merveilleux, quoi. Et qui est effectivement doublement, voire triplement vrai, parce que je crois que c'est c'est Bernie Adler, le vrai nom du gars qui a fini par épouser sa mère. Je crois que c'est le cousin de Bernie Adler qui a fait rentrer Spielberg dans un studio en fait par la suite. Donc il lui doit vraiment beaucoup plus. Je pense que ça c'est un truc qu'il a beaucoup vécu forcément dans sa carrière en plus de toute façon. Quoi. Je rebondis sur un truc qu'a dit Rafik sur les plans de maquette là quand on découvre la banlieue. Ouais. Et en fait quand on est cinéphile déjà on a une interprétation du monde très axée sur la caméra. Les plans, etc. Mais quand on est cinéaste, c'est ça, puissance 10, quoi. Enfin, ça va jusqu'à... Tu vois le monde à travers ça, en fait. Oui, à travers ça va jusqu'à Brian De Palma, qui se déplaçait jamais sans une caméra. Tu le voyais dans les festivals, il filmait tout au caméscope, tout et n'importe quoi. Et donc, je trouve qu'il y a rarement un film qui aura autant fait passer cette idée-là, que c'est nécessaire pour... c'est vital pour lui, en fait, d'avoir... de pouvoir voir le monde... Dans une optique et de capturer des choses et il le fait, il le raconte je trouve de manière très simple en disant des choses super belles sur le cinéma qu'on aime nous, qui disqualifie le cinéma qu'on n'aime pas en plus, je trouve. C'est ça, voilà. Ça c'est vrai. Hein. Et
Bon, voilà. Sur pour rebondir sur ce que dit Vincent, il y a un moment magique dans le film, et je sais pas comment l'interpréter pleinement, au moment où le père annonce le divorce et où vraiment là toute la famille s'effondre, les sœurs elles en peuvent plus, quoi, elles sont en train de mourir. Lui il est isolé sur les marches, un peu à l'écart, et en fait il regarde dans un miroir, et dans le miroir il se voit lui en train de filmer la scène. Et il a ce regard méchant, comme s'il détestait celui-même qui est en train de filmer ça. Et du coup, je me dis, alors attends, parce que c'est Fabelmans et tout ça, ça veut dire qu'à l'époque, dans la réalité, il a vraiment filmé ce moment qu'il n'aurait jamais dû filmer, et du coup, il s'en veut aujourd'hui de l'avoir fait, ou est-ce qu'au contraire, c'est... Peut-être simplement d'y avoir pensé. Ou simplement d'y avoir pensé, ouais. Je pense que ça s'arrête là, effectivement, quoi. Mais c'est vrai que... Il y a un truc marrant sur ce qu'il a dit, Vincent, et je trouve que c'est dans tout ce truc du cinéma vérité là, dont je ne raffole pas personnellement, quoi. Ça fait partie de ces films où tu te dis voilà, c'est pas comme ça en fait que tu saisis la vérité en fait. C'est pas en filmant caméra à l'épaule et son maquillage et tout. Je pense pas en fait. Non, mais parce que là, il y en a qui arrivent bien à faire ça. Je sais pas en fait. Je trouve que l'émotion c'est tellement puissant en fait, c'est des trucs tellement dingues. La réalité suffit pas en ça fait, aussi, mais le truc, si tu veux, c'est qu'il y a des films où dans l'histoire du cinéma, on a cru que c'était pas des films de fiction, Punishment Park ou des trucs comme ça. Il y a plein de gens qui vont découvrir. Parce qu'il y a une bonne proportion des gens qui pensent qu'il existe une réalité objective, tout simplement. Là où finalement, quand tu t'intéresses au cinéma, tu t'aperçois que non, il y a autant de réalité que d'êtres vivants. Moi, je vous dis que le plan final, c'est le point de vue, c'est tout, c'est ce qu'il dit en fait. Donc arrêtez de me, voilà, tu vois. Et qu'un film, c'est ça. Un film, c'est un point de vue. Et la magie, c'est de pouvoir accéder de ton point de vue à toi au point de vue de l'autre. Bien, ce sera le mot de la fin, je crois. À part si quelqu'un veut rebondir une toute dernière fois, mais sinon, on leur tourne. Guillaume Canet, très bien dans le film. Gilles Lelouch aussi. Ça va, ça suffit. Bon, donc The Fabelmans, les Fabelmans au cinéma. Comment tâcher ce film, quoi. Vous avez pas honte, quoi, franchement. Ah, c'était juste pour toi. Mais non, mais... Les Fabelmans au cinéma le 22 février. Et si vous n'en avez pas encore assez de Steven Spielberg et que vous voulez refaire une petite repasse sur toute sa filmo, sachez que nous avons en stock 3 épisodes de Capture Mag, le podcast. 4 parties en fait. 4 parties, ouais. Épisode 23, disponible sur toutes les bonnes applis de podcast et sur le site capturemag.net dans nos archives. Et il y a une grosse interview de Steven Spielberg dans ce magazine. Je sais pas pourquoi t'en parles jamais. Oh là là, c'est vrai. J'ai oublié de vous parler du MOOC. Dans le MOOC, vous avez également donc un très gros article sur Steven Spielberg. Une interview carrément. Par Arnaud Bordas. Donc vous pouvez acheter le MOOC dans toutes les bonnes librairies. Sur Ready Player One, mais que Vincent n'aime pas. Et venir vous le faire dédicacer. Au 49 rue Lacépède, au Comics, je n'ai plus le nom de la boutique. Original Comics, merci. Le samedi 25 février. Donc samedi, on va... Là, qui arrive. Oui, samedi qui arrive. À partir de 15h. Seul temps pour un film, donc c'est fini pour aujourd'hui. Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Rafik. Merci Clémence. Merci Julien. Merci Clémence. Et merci Vincent. Merci Clémence. Tu peux l'appeler Vincenzo ou Vini ou Vin Diesel. Vin Diesel Guignebert. Et puis ça te va bien. Merci Alain à la technique. Merci. Un jour t'auras ta marionnette, promis. Et puis, si vous savez faire des marionnettes, si vous en fabriquez, n'hésitez pas. Ma fille veut la faire. Non. Je l'ai pas dit, mais ma fille, c'est son obsession. C'est devenu son obsession, elle veut faire la marionnette d'Alain. Et puis, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous appréciez notre travail, si vous voulez nous soutenir et contribuer à notre indépendance, qu'on développe de nouveaux programmes originaux, eh bien, vous pouvez le faire. Pour ça, rendez-vous sur kisskissbankbank.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez nous faire un don récurrent ou un don ponctuel. On apprécie tous les soutiens. Et puis, il y a d'autres manières de nous soutenir, pas seulement par l'argent. Vous pouvez aussi faire de la com pour nous. Vous pouvez parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et relayer nos programmes, nos émissions sur vos réseaux sociaux. Plus vous ferez parler de nous, plus vous nous aiderez à nous faire connaître, bien plus la communauté grossira. On vous remercie d'avance pour ça. On se retrouve dans 15 jours, retour à une formule classique pour le Sale temps pour un film du mois de mars. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de journée. À bientôt.